bienvenue, marhaba bikoum. Je ne vais pas m'attarder. Avant de donner la parole à Zoubeir Belhamouch qui a coordonné et rédigé le rapport Nebni sur le volet éducation, le thème 2, je voulais juste rappeler à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui que Nebni, c'est une initiative citoyenne qui comporte deux volets. Nebni 2012 qu'on a publié en juillet 2011, c'était 100 mesures de court terme. Et là, nous avons entamé un exercice un peu plus prospectif qui consiste à proposer des visions et des chantiers de rupture sur 5 grands domaines: l'économie, l'emploi, la publicisme, la littérature. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, de savoir et d'innovation. La semaine prochaine, le 9, on va sortir d'Alger. Normalement, on sera à Moustaganem pour une rencontre avec la société civile. On revient le 17 pour le thème sur la santé, Inch'Allah. Le 16, pardon. Le 16. C'est 9 plus 7. Et après, on a aussi une petite pause. On sera probablement à Naba. Le 30, on publie le rapport sur le vivre ensemble, architecture, urbanisme et culture. On va clôturer probablement le 7, peut-être le 4, sur le thème gouvernance avec une clôture globale. Alors, juste une remarque. Ce que nous publions aujourd'hui, c'est des rapports préliminaires. C'est des idées qu'on propose au débat. On ne prétend aucune exhaustivité ni au... Voilà, on propose aux Algériens de débattre. S'il vous plaît, les professionnels, aidez-nous à ce qu'on fasse le bon diagnostic, à ce qu'on identifie les bonnes solutions et faites autour de vous un peu passer ces documents pour qu'ils puissent être enrichis. On a eu quand même 200 000 contributions en FNBNI 2012. Certaines, par centaines, ont été prises en compte. On les a traitées. Et là, il a traité des centaines de mails, de propositions. On va essayer de faire demain pour FNBNI 2020. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Je vais donner la parole à Zoubeir qui va nous faire une brève présentation. Le rapport est déjà sur le site. Il y a un résumé de 17 pages pour ceux qui sont intéressés par prendre une version papier. Donc je demande aux gens de ne pas prendre de copie, laisser ça à nos invités. Donc après, j'inviterai nos amis du panel qui sont ici présents. On va faire une première discussion, avoir leur réaction, parce qu'ils ont reçu le document. Et c'est des spécialistes qui ont des choses à dire. Et après, on va faire un débat avec la salle. À la fin, vers 12h30, on va recevoir spécialement nos amis de la presse. S'ils ont des questions spécifiques qu'ils voudraient poser à Nebni, on va se prendre 20 minutes pour se voir à 12h30. Donc, marhaba bikoum, je donne la parole à Zoubeir Belhamouch, qui est économiste, membre de Nebni, qui va nous faire une présentation. Alors, bonjour à tous, merci d'être là. J'insiste vraiment sur ce qu'a dit Abdelkrim, sur le fait que on ne représente pas un travail achevé, on n'assène pas une vérité, c'est vraiment le moment de recueillir vos idées et votre expérience sur le sujet pour enrichir les propositions. On a encore un mois de travail, c'est pour ça qu'on le fait maintenant, de manière à vraiment profiter de votre expérience et de vos idées sur le sujet. Alors, je vais faire une présentation plus courte que prévu, parce qu'on a commencé en retard, il faut laisser place au débat. J'aimerais juste introduire, en revenant sur la métaphore qu'on avait utilisée au départ sur l'économie il y a une semaine, qui était de comparer un peu le navire Algérie au Titanic qui a sombré parce qu'il avait pris le virage 20 minutes trop tard. On s'était longuement attardé sur cette... Enfin, on avait fait des analogies avec l'Algérie. Donc on a un virage important à prendre. Et le Titanic avait pris 20 minutes trop tard. Nous, on est peut-être... déjà très en retard sur le virage qu'on doit prendre pour sortir des hydrocarbures. Quel est le lien avec l'éducation? En fait, pour nous, l'éducation, c'est le facteur qui va rendre notre navire plus puissant, plus rapide, plus flexible. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Je regrette qu'il y ait un peu moins de personnes à l'éducation qu'à l'économie, mais c'est le sujet de l'Algérie, l'éducation. C'est vraiment le sujet important. Vous allez voir le bref bilan benchmark, enfin comparaison internationale que je vais faire, pour les réformes réformes entre guillemets qu'on va proposer, il va falloir tenir compte de l'inertie du système éducatif qui est très grande.
Elle est grande dans d'autres pays que je connais un peu mieux, mais elle est, aussi, enfin, elle est beaucoup plus importante en Algérie, malheureusement. Donc, ce qu'on va proposer, les premières idées qu'on va proposer, il faudra bien sûr les mettre en perspective de la contrainte à faire les réformes. Alors, bilan comparaison internationale, je vais essayer d'aller rapidement, juste pour dire que le bilan n'est pas catastrophique, c'est-à-dire que l'Algérie a vraiment investi massivement dans l'éducation, en termes de massification de l'éducation, c'est-à-dire d'accès à l'éducation, de généralisation. L'Algérie est le pays qui a fait le plus en un temps qui est finalement pas très long. Donc ça, c'est indéniable, il y a eu un effort important qui a été fait dans ce sens-là. Vous voyez le taux brut de scolarisation dans le primaire, on le compare à plusieurs pays, donc on arrive à plus de 110%. Bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de redoublements, c'est pour ça qu'on est au-dessous de 100%, j'y reviendrai. Dans le supérieur aussi, beaucoup d'efforts ont été faits, même si il y a encore une marge de manœuvre importante dans ce domaine, mais le fait qu'on ait eu une généralisation de l'accès au primaire a mécaniquement aussi entraîné un accès plus important dans le supérieur. Le taux d'alphabétisation est plutôt pas mal. On constate qu'il y a quand même des différences selon les tranches de population et que dans les 15-24 ans, on fait un peu moins bien quand même qu'un certain nombre de pays qui sont moins riches que nous. Mais globalement, on a un taux d'alphabétisation qui n'est pas ridicule. Les dépenses consacrées à l'éducation sont aussi très importantes. L'effort budgétaire qui a été consenti est très important. Donc quand on se compare à d'autres pays, on est à 4,34% du PIB. Bon, on n'est pas, il y a encore une marge de manœuvre aussi dans ce domaine, mais on n'est pas, l'effort est suffisamment important. Les dépenses, là je vous ai mis les dépenses pour l'éducation rapportées au budget de l'État, c'est très élevé, c'est 20%, c'est vraiment l'un des taux les plus élevés du benchmark qu'on a pris. Alors, le pendant de cette massification de l'éducation, c'est malheureusement un problème de qualité. Bon. Là-dessus, d'ailleurs, j'aimerais que le débat soit précis sur ce sujet, parce que, comme je vais le décrire, il n'y a pas de mesure. Donc, il y a quelques indicateurs, quelques tests qui nous permettent de dire qu'on n'est pas bon. Mais en tout cas, si on regarde déjà le taux de redoublement dans le primaire, c'est quand même un taux qui est beaucoup trop élevé encore, 11,29%. Comparé à d'autres pays qui sont, regardez l'Égypte à 3,34%, le Vietnam qui est beaucoup moins riche que nous, qui est à 1,03%. Enfin, dans le secondaire aussi, il y a des taux qui sont absolument gigantesques, c'est 16%, avec des pics au lycée. Je n'ai pas mis le détail des statistiques, mais vous le trouverez dans le benchmark complet qui sera sur le site. Le taux d'échec est aussi très important. Quand on voit le taux d'achèvement du cycle du secondaire, on est à 89%, on a encore une marge de manœuvre qui est très importante. Vous voyez, on est au-dessus de la plupart des pays de l'échantillon, sauf le Maroc et en dessous de nous et l'Indonésie, mais on fait moins bien que le Vietnam, par exemple, qui est plus bas en termes ou de la Tunisie. Alors, j'ai dit au détriment de la qualité, on n'a pas beaucoup de mesures. Alors peut-être que vous allez me dire dans le débat, si, il y a des études, on va vous dire où les trouver, mais en tout cas, on n'a pas réussi à trouver d'études qui mesurent la qualité du système éducatif. On a juste des tests. L'Algérie a participé à quelques tests, trop rarement. Il y a le MLA, alors le MLA ne permet pas de comparer avec les autres pays, il permet de mesurer le niveau des étudiants selon le standard du pays. Donc on ne fait pas des comparaisons entre pays avec ce standard. Bon, vous voyez que les taux sont faibles, 38% en maths et 52% en sciences, c'est quand même en dessous de la moyenne. Alors quand on regarde maintenant des comparaisons internationales, le TIMSS, on peut faire des comparaisons parce que c'est les mêmes examens que subissent les élèves. Et là, les performances là c'est en maths et en sciences. Les performances des Algériens sont vraiment pas terribles. Vous trouverez aussi les chiffres dans le rapport, mais en gros, on est dans les derniers, sur 45 pays. Alors, la qualité du système éducatif aussi, donc c'est les capacités de recherche. Là aussi, bon, alors après, on peut discuter des indicateurs, mais en termes de publication, on n'est pas terrible. En termes de citation, on n'est pas terrible. En termes de classement dans des universités, si on prend le classement de Shanghai, il me semble que la première université classée est au-delà de 4000, sa
sont au-delà de 4000, 4600, 4500, je ne sais plus. Donc c'est vraiment pas terrible. Alors, c'est aussi au détriment de l'efficacité, en fait, cette massification de l'éducation. C'est quand on regarde le coût par diplômé par habitant, donc, enfin rapporté au PIB par habitant, pardon, le coût demeure assez prohibitif encore. Donc c'est le cas de tous les pays du MENA, mais alors quand on parle bien sûr le haut des pays avec le bas, on voit bien l'écart qui est absolument gigantesque. Nous, on est passé de 681% du PIB par tête à 594%, donc il y a eu une amélioration, mais ça reste encore absolument gigantesque. Ça veut dire que ça veut dire qu'en fait, on pourrait faire beaucoup mieux sans dépenser plus. C'est ça que ça veut dire, c'est ça qui est très important. C'est que l'effort qui devra être fait ne sera pas forcément en termes de dépenses, dans un premier temps, mais en termes d'efficacité du système éducatif. Alors, je vais vous présenter la vision. Alors, il faut avoir de grandes ambitions pour le système éducatif, parce que c'est vraiment à la clé de notre développement. La vision, alors, la vision, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut pour le système éducatif? Quand on parle de qualité, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, la qualité? Pour définir la qualité, il faut d'abord savoir ce qu'on veut du système éducatif, quel rôle on lui donne et quelles ambitions on lui donne. Et une fois qu'on sait ça, on définit des critères de qualité pour ensuite faire d'autres choses que je présenterai. Mais en tout cas, donc la première idée, c'est de promouvoir l'égalité des chances et une attention à tous les élèves. La deuxième vision, c'est d'assurer une insertion professionnelle pour tous. C'est vraiment, et là, ce sera un chantier important de l'année 2020, c'est de faire en sorte que le système éducatif réponde aux besoins de l'économie et que les diplômés trouvent du travail en sortant de l'université ou des instituts de formation. C'est d'apporter un socle de connaissances minimales à tous les Algériens. Mais pas uniquement technique, hein, c'est aussi dans la culture, dans l'histoire, enfin dans des choses qui sont du soft skills, comme on dit. C'est d'assurer un enseignement de qualité dans des domaines clés et selon des standards internationaux, dès maintenant. C'est enfin de donner à tous les citoyens une chance, donc le long de leur vie professionnelle, de retourner à l'école s'ils ont envie, de se reformer. Donc c'est ce qu'on appelle la formation tout au long du cycle de la vie professionnelle, c'est une dimension très importante. Donc le système d'éducation-formation, voilà, c'est à discuter, hein. Peut-être que vous aurez d'autres idées, mais en tout cas voilà les objectifs qu'on lui assigne dans la vision 2020. Alors, l'exercice est moins aisé que pour l'économie. L'économie, pour ceux qui étaient là, on avait donné des objectifs chiffrés à 2020. Où est-ce qu'on veut être à 2020 en termes de croissance, en termes de création d'entreprises, etc. On a essayé de faire l'exercice pour l'éducation. C'est beaucoup plus compliqué à faire, c'est moins évident. Mais déjà, de faire passer le taux d'achèvement du primaire à 90%. Donc, vraiment de faire en sorte que les élèves dans le primaire aillent au bout du primaire massivement. De réduire de moitié les taux de redoublement. En fait, le redoublement, il faut savoir que ça ne sert à rien. En fait, les études qui sur le sujet montrent que faire redoubler des élèves, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne leur permet pas de faire mieux, ça leur permet pas de... C'est juste une année de retard qu'on leur fait prendre. Alors, après, il y a des cas, comment on dit, des cas d'exception. Hein. Enfin, il y a des élèves qui doivent redoubler parce que vraiment, ils sont totalement pas au niveau. Mais en tout cas, faire redoubler, ça ne sert à rien. Il faut une autre façon de faire. Ramener, alors, atteindre un but de scolarisation, un taux de scolarisation dans le supérieur à 35%, on est à 25% aujourd'hui. Ramener la dépense, ça c'est vraiment capital, hein, ça sera dans l'efficacité du système, j'y reviendrai, mais ramener au moins à 400%. Bon, c'est le coût d'un diplômé rapporté au PIB. Atteindre des taux plus satisfaisants dans les tests, dont le MLA, le TIMSS. Augmenter le nombre de publications qui est là et est en dessous de 200 hein, pour 1 million d'habitants, faire passer au moins à 300. Et créer, alors ça c'est une proposition, vous aurez peut-être d'autres idées sur les pôles, mais en tout cas, nous pensons que dans ce qui est économie et sociale, notamment pour accompagner l'État, pour l'évaluation des politiques, dans tous les domaines, etc., il faut créer un vrai pôle très fort en économie et en sciences sociales. Évidemment dans les technologies de l'information et de la communication et, ça c'est assez clair, dans l'énergie. Alors, comment réaliser cette vision? Alors, je vais pas, vous allez voir, la présentation est un peu longue, je vais aller vite sur les mesures, parce qu'en plus, il n'y a que quelques mesures qui ont été prises, il n'y a pas tout, vous verrez ça dans le rapport. Mais comment on fait pour réaliser cette vision à 2020? Alors, pour ceux qui nous ont suivis, vous savez qu'on a décomposé la stratégie, entre guillemets, en levier et en chantier. Les leviers de rupture, alors rupture, c'est pas
certains le comprennent mal. La rupture, ça veut dire on fait autrement. On ne fait plus comme avant, on change de façon de faire. C'est ça la rupture. La rupture, elle est dans le comment on fait. Le premier levier, c'est vraiment le levier fondamental pour nous, c'est de mesurer la qualité et la performance et de piloter le système éducatif par la qualité et la performance. Sinon, alors je ne sais pas, moi j'ai pas trouvé, on a fait une réforme en 2002, je n'ai pas trouvé d'évaluation de cette réforme. Qu'est-ce qu'elle a donné? Je ne sais pas. Peut-être que vous le savez, vous avez des choses, je suis preneur, mais je ne sais pas. Donc vraiment, c'est de se doter d'indicateurs de performance. Ce n'est pas uniquement macro, il faut qu'il soit micro, au niveau des établissements, au niveau des wilayas, du ministère, pour avoir des outils de pilotage suffisamment fins du système éducatif pour savoir comment les réformes avancent, est-ce qu'elles marchent ou pas, etc. Et le deuxième levier, c'est un système éducatif plus équitable. Dans les quelques données que j'ai pu trouver, études, on a un système éducatif qui n'est pas du tout équitable. Il y a des disparités régionales qui sont très très fortes en termes de taux de succès au brevet. BEM, voilà. On est du simple au double. Hein. On peut trouver 20% dans un endroit et près de 50% dans un autre. En termes de taux d'encadrement aussi, en termes de taux de renouvellement. En fait, dans quels que soient les indicateurs qu'on prend, on a des inégalités régionales, mais aussi entre établissements, qui sont très importantes. Et par ailleurs, j'avais trouvé une étude qui montrait que les inégalités sociales jouaient beaucoup dans le succès scolaire. C'est pour ça qu'on propose vraiment comme levier de faire en sorte que les inégalités sociales soient gommées par le système éducatif et que ça c'est dans la vision d'avoir égalité des chances en fait, pour l'ensemble des Algériens. Le troisième levier, c'est de l'innovation dans le système éducatif lui-même. Alors on a décidé de se concentrer sur le contenu, sur la flexibilité des parcours et sur le cadre de vie, au sens global, du travail et de vie des enseignants et des étudiants. Alors, je vais essayer d'être pas trop long sur les mesures, juste pour vous donner quelques idées sur les chantiers plutôt. Le premier chantier du levier, alors on a un levier sur lequel on veut agir, et maintenant, dans ce levier, on décrit des chantiers qu'on appelle entre guillemets innovants, c'est-à-dire qui apportent de la nouveauté dans ce qui est fait aujourd'hui en Algérie. Donc c'est évidemment de mesurer la qualité maintenant. On va faire des réformes, il faut qu'on sache d'où on part. D'où partons? Quel est aujourd'hui l'état du système? Et quand on dit, et vous allez débattre avec nous, c'est quand on dit qu'il y a un problème de niveau des enseignants, moi j'en sais rien. Je n'ai pas d'études qui mesure ça. Alors si je prends ce qu'on appelle une proxy, c'est-à-dire une mesure parallèle qui me permet de... Si je prends les tests des élèves et que je me rends compte que les élèves ne performent pas bien, peut-être, comme les enseignants sont un input fondamental dans l'éducation, je me dis que peut-être que ça vient des enseignants. Mais ça peut venir d'autres choses, de l'organisation, des incitations. Enfin, ce n'est pas uniquement les enseignants qui sont en cause. Donc il faudrait savoir d'où on part en termes de niveau, quel est le problème aujourd'hui pour les enseignants s'il y en a un. Je l'entends très très souvent, mais on n'a pas trouvé d'études qui corroborent. Donc définir des critères de qualité, définir des indicateurs de qualité, de performance, qui vont être utilisés pour le pilotage du système éducatif. Donc c'est ce que je vais vous dire rapidement. Hein. Donc après, c'est de mettre en place des tests, mais nationaux. Vous voulez mesurer la qualité, il faut mettre des tests. Il y a des tests locaux qu'on va mettre en place, mais aussi la participation à des tests nationaux qui vont nous permettre de savoir comment on évolue par rapport au reste du monde. Donc partir avec dès le départ une évaluation globale du système éducatif. Ça c'est très important, c'est une sorte d'état des lieux, parce que vous avez une cible, mais si vous ne savez pas d'où vous partez, vous ne pouvez pas efficacement déterminer la trajectoire que vous devez prendre pour aller vers votre cible. Donc il faut faire un état des lieux, définir la cible et ensuite regarder le gap, l'écart entre aujourd'hui et demain, là où on veut être. Alors, deuxième chantier, c'est de l'autonomie aux établissements. Il me semble que le système est encore beaucoup trop centralisé. Il y a des choses qui marchent dans beaucoup de pays, qui ont été mises en œuvre. Il faut regarder ce qui se fait. De l'autonomie pour les établissements, c'est absolument fondamental, de manière à créer, bien sûr, plus de responsabilité, plus d'incitation et plus d'efficacité dans le système. On ne peut pas rester avec un système qui est aussi centralisé. Pour
pour améliorer son efficacité. Un exemple, eh ben, c'est de proposer donc, vraiment quelque chose pour le chef d'établissement, pour en faire un vrai statut de chef d'établissement avec des rôles importants, des responsabilités, de l'autonomie dans un certain nombre de décisions. Là, on vous en a mis quelques-unes, on pourra les discuter. Donc décentraliser au niveau de l'établissement un certain nombre de décisions qui n'ont pas besoin d'être prises au niveau de l'État central. Plus d'autonomie dans le recrutement des élèves, il faut introduire de la concurrence dans le système, et ça c'est par de l'autonomie dans le recrutement des élèves. Et en contrepartie, bien sûr, c'est de créer un projet d'établissement, c'est-à-dire vous donnez plus d'autonomie, mais vous dites voici les objectifs. Voici comment vous serez évalué par rapport à cette autonomie. À la fois en termes de... C'est là que vont servir ces indicateurs de qualité, de performance, pour ça. Avec bien sûr du contrôle, etc. Donc il faudra mettre en place des contrôles et un projet de... Alors, c'est un chantier assez... Le chantier 3 est vraiment un chantier très important, parce que ça, par contre, on a quelques études qui montrent, je ne sais pas, je ne vous ai pas montré le graphe, je crois, sur un certain nombre de pays, il y avait 37% des entreprises simplement qui se déclaraient satisfaites des compétences de leurs salariés. 37%. C'était le taux le plus bas de l'échantillon que j'ai vu. Donc alors comment faire en sorte que le système éducatif forme des individus qui trouvent leur place dans l'économie, qui répondent aux besoins des entreprises. Présent et futur, c'est-à-dire qu'il faut faire aussi de la prospective. Il y a aujourd'hui, mais il y a aussi demain. Et donc ça, c'est allié à l'économie, parce que si on fait de la stratégie industrielle et qu'on décide de miser sur un certain nombre de secteurs, il y a forcément des compétences dont on va avoir besoin, il faut s'assurer que le système éducatif va les fournir. Alors, quelques idées là-dessus. Donc, on propose de mettre en place peut-être, je ne crois pas qu'il existe, un pré-observatoire de la formation professionnelle, avec des vrais objectifs assignés qui seront très larges, et notamment c'est lui qui devra mener cette évaluation des compétences au départ, pour savoir d'où on part. Impliquer les entreprises dans... autant c'était valable dans l'économie, on proposait vous le verrez dans la gouvernance aussi, autant aussi dans le système éducatif, il faut que les entreprises soient impliquées dans un certain nombre de formations, notamment tout ce qui est formation professionnelle, c'est très important. Spécialiser un peu plus. On a des universités qui sont des mastodontes, qui sont trop généralistes. Il faut les spécialiser. Il faut créer, soit les spécialiser, soit créer des écoles dans les universités. Comme font les Américains, comme font d'autres. Hein. Ça marche mieux. Créer davantage d'universités. Enfin, en gros, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les formations soient des formations qui donnent accès directement au marché du travail. Formations diplômantes professionnelles qui donnent accès. Il faut mettre un numerus clausus sur les formations, la psycho, la socio... Enfin, il y a un tas de domaines où il y a beaucoup trop d'élèves. Et quand on regarde d'ailleurs la part des élèves inscrits en sciences, elle décline depuis un certain nombre d'années de façon assez dramatique. Je ne sais pas si vous avez vu c'est aussi un graphe que vous trouverez dans le benchmark. Donc, c'est de faire en sorte que les universités, que l'institut de formation soient plus orientés vers le marché du travail. Bon, je vais vous faire la liste de toutes les... après, il y a un ensemble de volets sur la responsabilisation des universités. Dans les critères de performance, il faudra mettre l'insertion professionnelle. Pour une université, on regarde le parcours des élèves et on voit s'ils trouvent du travail ou pas. C'est un critère de performance qu'on va mettre pour les universités. Alors, la recherche. Quatrième volet, quatrième chantier, c'est la recherche au sens large, R&D, innovation. On est loin de ce qu'on appelle la frontière technologique. On n'est pas des pays, on ne peut pas avoir pour ambition dans les 10 ans à venir, même 20 ans, d'être dans ce qu'on appelle les pays leaders. Par contre, on peut mieux copier, entre guillemets. Copier, ça veut dire prendre la technologie, c'est l'absorber. D'accord ? Et là, il y a un effort à faire de ce côté-là. On n'a pas les capacités. Vous avez vu les quelques statistiques que j'avais mises sur la recherche. On est un peu loin.
Là, il me semble que sur la dépense, on a fait beaucoup d'efforts où les chercheurs dans la salle contrediront peut-être. J'ai l'impression qu'on a accordé beaucoup de budget à la recherche. Par contre, il manque les incitations. Si vous n'avez pas les incitations, c'est bon, c'est pas... Donc on propose de... Ah, je suis revenu là, c'est ça? Alors, je suis où là? Les incitations au niveau des universités et au niveau des chercheurs. Au niveau de l'université, c'est-à-dire dans les critères de performance, pareil, il faut mettre des critères de recherche, de brevet, de publication, mais au global, pour l'université, de manière à créer, comment dire, un effet de groupe. Hein. On a reçu un mail d'un étudiant, je ne dirais pas de nom ni rien, mais d'un étudiant qui a publié dans des revues internationales très brillantes, etc., qui est référé, donc, comment on appelle ça, référence, voilà, pour des revues. Donc, et à son université ici en Algérie, on ne laisse pas soutenir sa thèse. Ça paraît un peu bizarre. Oui, donc, pardon? C'est logique. Oui, d'accord, c'est logique. C'est incitation. Oui, c'est non-incitation. Donc, alors, dans l'année 2012, on avait mis des mesures là-dessus, donc on peut reprendre dans l'année 2020, mais c'est vraiment de créer des incitations très fortes à la recherche. Il faut que quelqu'un qui ait la capacité de chercher ne se dise pas « je vais faire des cours supplémentaires pour gagner plus d'argent ». Parce que j'ai discuté avec quelques directeurs de recherche qui m'ont dit « on a ce problème-là, c'est qu'ils ne gagnent pas de leur vie ». Peut-être que maintenant c'est différent avec les augmentations de salaire. Mais en tout cas, ils préféraient faire des cours supplémentaires plutôt que faire de la recherche parce que la recherche, ça ne paye pas. Et bien la recherche, ça doit payer. Il faut récompenser ceux qui sont de bons chercheurs, il faut leur donner les moyens de participer à des colloques, de faire de la recherche. Bon, globalement, l'idée, elle est là. Et bien évidemment, c'est aussi de développer la coopération scientifique internationale. C'est très important, il faut faire beaucoup plus d'efforts dans le domaine, on n'en fait pas assez. Et orienter les recherches vers les besoins de l'économie, et donc lier ça à la stratégie industrielle, c'est-à-dire faire de la recherche dans des domaines qui sont clés pour le développement de l'Algérie. Levier 2, l'équité du système éducatif. Nous proposons, dans le premier chantier, c'est de valoriser la réussite scolaire. Il faut que, et je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas tellement le cas, on pense qu'en faisant des études on ne va pas trouver de travail, qu'il vaut mieux faire d'autres choses. Il faut le changer, ça, il faut le transformer radicalement. Il faut créer des vraies incitations à la réussite scolaire. Donc gommer les inégalités sociales, hein, donc aider les élèves des familles les plus défavorisées pour qu'ils puissent réussir à l'école et créer les bonnes incitations. Alors, on propose de cibler davantage les aides plutôt que de les saupoudrer comme ça à tout le monde, parce que ce dont je ne vous ai pas parlé, dans l'efficacité du système, quand on regarde les dépenses d'éducation, la fraction qui est allouée à tout ce qui est social, donc salaire, aide, etc., est beaucoup trop importante par rapport à celle qui va vraiment dans l'input de l'éducation même. D'accord ? Plus généralement, vous le verrez dans le volet protection sociale, on propose d'être beaucoup plus ciblé maintenant. Il faut aider ceux qui en ont besoin. Pas la peine d'aider tout le monde, il y en a qui n'en ont pas besoin, mais il faut aider davantage ceux qui en ont besoin. Et ceux qui partent, en fait, de conditions très défavorables. Vous êtes dans un milieu rural, pauvre, avec un environnement qui ne vous tire pas vers le haut, il faut vous aider. Une petite innovation, on propose de créer un compte capital pour les familles les plus défavorisées. Un compte capital, c'est-à-dire que quand l'enfant réussit, chaque année, on abonde, l'État abonde un capital, on lui crée un compte en banque, et l'État lui verse tous les ans, à chaque fois qu'il réussit, lui verse un peu d'argent sur son compte. Et s'il sort du système obligatoire sans échec, il a un capital avec lequel il peut faire quelque chose, soit financer une formation qu'il veut, soit l'avoir comme capital pour la suite de ses études. La valorisation, ça passe aussi par une communication. Enfin, ce qu'on propose, c'est vraiment de créer une sorte de culture du mérite, en fait, de dire que les meilleurs élèves soient reçus par le Wali, par le ministre, en fait, créer des prix, de créer une émulation entre wilayas. Vous verrez ça dans le rapport. C'est vraiment de créer une émulation nationale pour la réussite scolaire, mais impliquer les établissements, et dire le meilleur établissement d'une wilaya, enfin, vous voyez toutes ces idées-là qu'il faudrait mettre en place et qui créerait vraiment une émulation dans le système.
Chantier 6, c'est évidemment d'avoir une allocation budgétaire qui soit plus ciblée vers les besoins. Mais évidemment, sans outil de pilotage, on ne peut pas le faire aujourd'hui, j'imagine, hein, mais ça c'est un aspect assez fondamental. Si on veut que la dépense soit plus efficace, il faut savoir où l'allouer. Et c'est pour ça qu'il nous faut des indicateurs. Et aussi créer plus de performance. C'est-à-dire qu'il faut récompenser les endroits qui font des efforts et qui marchent, au lieu de donner la même chose à tout le monde, quels que soient les résultats. Chantier 7, une meilleure orientation des élèves et des passerelles. Alors, vous allez me dire si ça existe encore. Je crois que le bac n'est pas valable au-delà de 2 ans. C'est-à-dire que si vous voulez changer en cours de route de filière et que votre bac a plus de 2 ans, vous ne pouvez pas. Parce que votre bac n'est plus valide, il faut le repasser. C'est une stupidité. Excusez-moi, hein, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est créer des passerelles, comme le font tous les pays, entre l'enseignement professionnel, l'enseignement technique et l'université. Il faut que ces mondes-là qu'il y ait beaucoup de mobilité entre eux. Il faut que, quand on est dans l'enseignement professionnel, on puisse aller à l'université. C'est très important. Mais si vous, avec cette règle-là, vous ne pouvez pas, finalement. Et si vous décidez au bout de 2 ans que ce n'est pas ce que vous voulez faire, ça arrive. Bon, ce n'est pas forcément toujours tout ce qu'on va faire tout de suite. Mais avec cette règle-là, vous ne pouvez pas. Vous devez repasser votre bac. Ça n'a aucun sens. On propose la suppression de ça. Alors, chantier 8, il y a encore un seul chantier, on pourra passer la discussion. Là, s'il y a des enseignants dans la salle, ce sera intéressant pour le débat, c'est la pédagogie. On propose de faire... alors, ce qu'on a beaucoup ressenti dans les discussions avec ça, c'est que il y a une sorte de... En fait, la façon d'enseigner n'avait pas l'esprit critique. On forme des gens qui savent répéter, vous me contredirez encore, hein, mais pas des gens qui savent réfléchir. Or, ce dont on a besoin, c'est des gens qui savent réfléchir, parce que compte tenu des enjeux qu'on a, il faut des gens qui savent réfléchir. C'est ça l'éducation, c'est apprendre à réfléchir. Donc on propose de faire des innovations dans la pédagogie, d'introduire plus d'éveil pour les élèves. Nous proposons aussi... alors, la question des langues est abordée ici. Est-ce qu'il faut... débat, est-ce qu'il faut enseigner en français certainement ou pas? Il se trouve que la réponse est non. Bah, je suis francophone, hein, mais le problème, ce n'est pas la langue dans laquelle on enseigne. C'est bien sûr la qualité d'enseignement de cette langue. Il faut que les gens maîtrisent la langue dans laquelle ils apprennent et on leur enseigne. Mais le problème, c'est l'enseignement des autres langues. Si évidemment on vous apprend mal l'arabe et le français et que vous étudiez en arabe et que vous arrivez à l'université et que vous étudiez en français, le problème, c'est pas que vous avez étudié en arabe, c'est que vous ne connaissez pas le français. En France, quand on fait des études en français qu'on passe à l'anglais, on n'a pas de problème parce qu'on fait de l'anglais. Et ça doit être, on a eu beaucoup de débats là-dessus, est-ce qu'il faut ou pas? Certains voulaient commencer tout de suite à enseigner un certain nombre de matières en français, comme les mathématiques, les sciences, etc. Finalement, en regardant ce que font d'autres pays, en consultant, etc., un certain nombre d'études, la réponse est, l'essentiel, c'est la qualité d'enseignement des langues. C'est pour ça qu'on propose plutôt de mettre le paquet sur l'enseignement des langues. L'anglais, le français. Introduire l'anglais dès le primaire. Et mettre beaucoup plus de moyens sur l'enseignement du français et de l'anglais. Parce que sur le marché du travail, beaucoup d'entreprises demandent le français, hein, simplement, c'est une contrainte, et aussi sur le marché international, si on a des investisseurs étrangers, des IDE, ben, il y a un certain nombre d'IDE qui ne sont pas arabophones ou francophones, donc il faut bien pouvoir répondre à leurs demandes de main-d'œuvre qualifiée. Donc ainsi, on propose vraiment de faire un effort colossal sur l'enseignement des langues. Enfin, dernier chantier, c'est le cadre de vie et le statut de l'enseignant. Et celui des étudiants. C'est vrai que les enseignants ont été augmentés, je ne sais pas si c'est suffisant, raisonnable ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai aussi qu'il y a un plan de formation pour les enseignants, mais je crois que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'un enseignant peut décider de ne pas s'auto-former, c'est ça? On veut le rendre obligatoire, il faut que les enseignants soient obligés de se former. On veut créer des incitations en fait, pour les enseignants, c'est-à-dire
Alors, la discussion des primes variables que j'ai pas mis, est-ce qu'il faut faire du variable pour les enseignants ou pas? L'idée, c'est plutôt de faire des paliers de compétences, définir des grades et de faire des hausses de salaire en fonction de ces grades. Et pour les étudiants, c'est vrai que je vous avais dit qu'il y avait que dans les dépenses, il y a un plan, il y a une part importante qui est dans les dépenses sociales. Il faut cibler davantage ceux qui en ont besoin. Pas la peine de donner la même chose à tout le monde, il faut cibler sur le revenu des parents, etc. Et ce qu'on propose, c'est carrément un plan jeune, qui serait, pour ceux qui connaissent le volet économie, on avait proposé la création d'un fonds qui irait directement s'alimenter sur les réserves de change, et qui financerait l'éducation, l'innovation et la précarité, lutte contre la précarité. Donc pour ne pas plomber l'efficacité du système, sortons ce financement-là de l'enseignement supérieur, mettons-le dans un fonds pour avoir une vraie ambition de meilleure qualité de vie pour les étudiants, de conditions de travail meilleures, mais en rendant le système plus efficace. Merci, et donc maintenant, c'est vos idées qui nous intéressent. Merci Zoubir. Merci. Appeler les panélistes à rejoindre l'estrade. Donc, professeur Mentajta, Ali Klan, Mourad Sadou, Mohamed Sharif Belmiro, Madame Louati, et action libre. Et après, je vous demanderai 2 moments. Un moment pour parler du bilan et un moment pour parler de la vision et des propositions de Nebni, mais également ce que vous souhaiteriez vous également rajouter comme proposition qu'on n'aurait pas vu dans le rapport ou sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Donc une première réaction comme ça, libre, sur cette présentation de Zoubir, sur le rapport. Certains ont eu le temps de le lire, d'autres n'ont pas encore eu le temps de le lire. Professeur Mentajta, que vous connaissez bien, chercheur, professeur d'université, vous l'avez entendu, lu depuis des années. J'essaierai de présenter les panélistes, ils peuvent également, s'ils le souhaitent, rajouter quelque chose. Professeur. Salam alaikum. Je vais vous rassurer. J'étais de passage, je suis de passage à Alger et je dois à M. Kahlan le plaisir de vous rencontrer. Donc, Younes est son complice. J'ai apprécié le rapport au plus haut point, tout y est. C'est un diagnostic absolument remarquable de la situation en Algérie. Le mot-clé pour moi, c'est ce qui a été dit au début, que la priorité est donnée à l'éducation. Je pense que les maux dont peut souffrir l'Algérie et d'autres pays d'ailleurs sont tous générés par les insuffisances du système éducatif. Tous, la plupart. Si je devais intervenir plus longuement, c'est surtout sur les relations université-entreprise. Depuis le temps qu'on parle de l'adéquation formation-emploi, on n'a pas suffisamment pris d'initiatives dans ce domaine. J'ai eu à participer en tant qu'enseignant d'abord, ensuite à l'UNESCO, dans le cadre de mes activités, à un certain nombre de réformes des processus éducatifs, aussi bien au niveau enseignement basique que l'enseignement supérieur. Quand on parle de l'université, on ne devrait pas avoir exclusivement à l'esprit l'université académique. Dans un certain nombre de pays, et je vous dis encore une fois, j'ai eu à participer, c'est par expérience, l'entreprise, dès le départ, a été associée intimement à l'enseignement pour l'emploi. On essaie de distinguer plus ou moins l'université du savoir avec des possibilités d'emploi et l'université des métiers qui donne une formation orientée vers le métier. Et là, c'est l'ensemble du processus qui part de la formation professionnelle au doctorat ou aux grandes écoles. Comment associer l'entreprise? Elle doit être impliquée dès le départ. On doit savoir d'abord que veut l'entreprise. Je prends un exemple banal, je prends Sonelgaz. Que veut Sonelgaz pour l'emploi? À quel niveau?
Et quelles sont les catégories? Est-ce qu'un physicien formé par l'université est appelé à être recruté immédiatement sur Nergaz? J'aimerais qu'on revienne sur ce point. On fait juste le premier tour de table de réaction. Ça, c'est un point qui nous intéresse. Est-ce que Nassardine, tu veux réagir? Nassardine Hamouda est chercheur au CREA, d'enseignants universitaires, de nombreuses publications, je dois dire, qui nous aident beaucoup au niveau des groupes de travail de Nebni sur plusieurs thèmes dans le thème de l'éducation. Donc, j'adhère pleinement. Il y a beaucoup de conclusions du rapport. Et je pense qu'il y a lieu encore justement d'affiner un certain nombre de choses pour faire en sorte que les propositions soient applicables, c'est-à-dire parce que c'est un peu difficile de dire il faut. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a un aspect peut-être qui n'a pas du tout été abordé, c'est un peu le dialogue social, c'est-à-dire parce que lorsqu'on parle d'enseignement, il faut savoir que vous avez en face plus de 300 000 enseignants, hein, donc, et que vous ne pouvez pas faire une réforme sans eux. Vous avez plus de 300 000 enseignants dans l'éducation et plus de 40 000 enseignants au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc, il faut connaître ces acteurs et on ne peut pas aller vers une marche forcée, quoi. Voilà la première réaction. Madame Hawati, Madame Hawati est directrice d'établissement, une longue expérience dans l'éducation. Elle dirige une école qui s'appelle Tafat, c'est ça? Absolument. Donc c'est en tant qu'enseignante, mon collègue a entièrement raison. Il y a réforme de l'éducation, mais quelles sont les passerelles avec ceux qui la portent? Ça veut dire les acteurs enseignants, élèves, ce sont ceux-là qui doivent démultiplier une réforme. Moi, j'aimerais, c'est pas du tout un bilan par rapport à ce qui a été fait, non du tout, c'est une contribution. Donc, c'est des prémices de réflexion par rapport à la réforme que je vais essayer d'énoncer ici. Donc, j'aurais aimé, en tant qu'enseignante et ensuite en tant que directrice, connaître vraiment la politique éducative, l'organisation pédagogique de nos écoles, connaître les pratiques de mes enseignants, la formation de mes enseignants et le rôle de mes élèves. Cette réforme éducative, donc maintenant a quand même quelques années d'existence, mais les travaux sur cette réforme n'existent pas. Ça veut dire nous, en tant qu'acteurs sur le terrain, nous n'avons aucun moyen de savoir ce qui se passe. La seule façon d'évaluer cette réforme, ça serait, comme dirait le ministère de l'Enseignement, travailler sur les résultats de la réussite, soit de la 5e AP, donc la 6e, les examens des 4e années moyennes et les examens du bac. C'est le seul moment où on évalue en fin de compte la réforme. Mais évaluer une réforme, ce n'est pas évaluer un taux de réussite aux examens. Je me pose la question, qu'est-ce que deviennent ceux qui ne réussissent pas ? Que propose cette réforme pour moi et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, ce que je vois, la visibilité que je vois de cette réforme, ce n'est que les résultats que je vois en fin d'année, comme vous, dans des journaux. Et sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, normalement, cette réforme était venue pour promettre une grande réussite scolaire. Je vois qu'il y a aussi beaucoup d'échecs. On n'en parle pas du tout. Je veux aussi aborder cette réforme sur le plan de l'approche des examens. Quand les examens sont là, est-ce que les examens valident les compétences comme on les a énoncées par les ministères, ou est-ce que les examens évaluent encore des apprentissages? Donc dans ma tête, il y a des choses qui ne sont pas claires et que je veux discuter ou fouiller avec vous. Ce qui m'interpelle beaucoup aussi, depuis que la réforme est sur le terrain, c'est la formation des enseignants. Ces enseignants qui sont porteurs, et vous savez que dans l'éducation, nous sommes ceux qui résistent le plus à des changements. Nous avons une façon de pratiquer les choses. Quand vous nous proposez un changement, nous allons résister. Maintenant, pour ne pas qu'on résiste,
quels sont les pôles de formation qu'on nous a proposés depuis toutes ces années. Et sincèrement, moi je vois mes enseignants du primaire, du collège aussi, il n'y a pas de préparation du tout. Nous avons quelques journées pédagogiques, j'appelle bien ça des journées pédagogiques entre parenthèses, qui se font comme ça les mardis après-midi, mais franchement, la pratique des enseignants que j'ai au sein de mon école, et la mienne aussi, n'a pas changé depuis les années 80. Ça veut dire, on a beau avoir un changement, moi je parlerai même de refonte en fin de compte de l'éducation, mais ma pratique d'enseignante n'a pas du tout changé, et c'est là le problème. Donc voilà, j'aimerais qu'on réfléchisse à ces points-là, et merci. Morad, tu veux réagir? Morad Sadou est économiste, depuis quelques années consultant. Et avant, il a eu une longue expérience dans la formation professionnelle, notamment. Il a dirigé, il m'a rappelé que ça datait de quelques années, le CERPEC. À toi la parole. Merci, salam alaikum. Effectivement, moi j'interviendrai d'abord en remerciant M. Benhamouche, Dr Benhamouche, pour l'effort de synthèse qu'il a fait. C'est un sujet, le professeur Mentalishta vient de le rappeler, qui est fondamental pour l'avenir sur le long terme de l'Algérie. Et je me concentrerai particulièrement sur la question de l'articulation entre formation et emploi ou formation correspondant aux besoins de l'économie. C'est une question récurrente. Ça a été abordé depuis assez longtemps, notamment en 90, et Kélimou, tu fais bien de rappeler que le CERPEC est venu avec le paquet des réformes comme un premier pilier pour une observation, j'allais dire scientifique, une observation pointue de cette relation entre la formation en général, le système éducation, formation, insertion et emploi. À l'époque, il devait être complété par d'autres instruments au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau du système éducatif, pour voir comment joue cette interaction. Et la question qui est au cœur de l'interaction, c'est que pour faire une offre de formation, il faut un certain temps de l'ingénierie pédagogique, d'avoir une bonne identification des demandes de l'économie en général, qu'elles soient entreprises ou institutions publiques, ou même les particuliers qui veulent se poser. Et les besoins des entreprises et de l'économie, c'est des besoins de court terme. C'est immédiatement qu'on veut avoir cette réponse. Donc il faut à la fois gérer le présent, mais avoir une action proactive qui forcément demande d'aller vers un pilotage stratégique ouvert, participatif, où la notion de concertation n'est pas un mot, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en face, il y a des acteurs qui représentent les parties prenantes telles qu'elles doivent être représentées. L'État doit avoir des personnes capables de décider, les corps enseignants, parce que la réforme se joue dans les classes, se joue dans les ateliers et pas dans les bureaux des ministères, aussi éminents soient-ils. Et enfin, il faut que les associations qui représentent, ou les organisations consulaires qui représentent les entrepreneurs, prennent leur part, s'impliquent. Et là, malheureusement, le constat, et je pense que c'est un aspect qui doit être rappelé, on doit appeler toutes ces organisations, et Dieu sait si elles sont nombreuses en Algérie, au niveau du patronat et des chambres, à s'impliquer davantage. S'impliquer au niveau des espaces économiques où elles interviennent. Et là, ça m'amène à parler, si ça ne vient pas, cette réforme et cette qualité n'est pas construite de la base vers le sommet, il y a peu de chances pour qu'on voit tout cet énorme investissement, et il faut le reconnaître, même s'il n'est pas très efficace, qui a été consenti, avoir un bon retour et garantir un avenir, l'avenir que nous méritons. Merci. Peut-être Ali, une réaction dans le même, certainement. Ali Kehlan est chef d'entreprise, grand militant associatif dans beaucoup d'associations, notamment l'association de promotion des technologies. Donc, j'ai des questions à poser après. D'accord. Ce matin, en venant à Nabni, qui est une initiative merveilleuse, je crois qu'on est en train de voir un peu ce qu'elle ramène. On parlait de cette initiative, et le professeur Mentalishta m'a dit, quelque part, c'est bon, c'est du poil à gratter.
à ceux qui tirent les ficelles. J'espère qu'ils arrêtent de gratter, parce qu'il faut travailler, quoi. C'est l'idée qu'il faudrait qu'on leur passe. Le problème que nous vivons dans l'éducation, je pense qu'il est idéologique et culturel. Pourquoi? Parce que, en fait, est-ce qu'on a choisi les bonnes méthodes pour apprendre les langues, surtout la langue qui nous permet d'apprendre d'autres langues et d'apprendre un métier? On parle beaucoup d'excellence. Qu'est-ce que c'est que cette excellence? Est-ce que c'est réellement ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on en a besoin? Et de quelle manière? Est-ce que c'est juste de la poudre aux yeux? Ou est-ce que c'est réellement quelque chose qui est utile, qui est nécessaire, par laquelle on est obligé de passer pour sortir de l'ornière dans laquelle on est actuellement? C'est une question que je me pose. Et enfin, et c'est un thème qui est récurrent, quels sont les débouchés de notre école, à tout point de vue, que ce soit au niveau de l'école primaire, qui est, d'après les chiffres que donnait tout à l'heure Dr Hamouche, la plus grosse génératrice de chômeurs, après l'âge de 16 ans, parce qu'on les garde jusqu'à 16 ans, c'est la loi qui permet aux étudiants de rester jusqu'à 16 ans, mais ensuite tous ceux qui sortent au brevet et au bac, à l'université, surtout avec le système LMD sur lequel on a beaucoup à dire. Donc moi, c'est les trois grandes questions auxquelles j'aimerais qu'on trouve des réponses. Évidemment, j'ai d'autres points concernant les passerelles, l'alternance au niveau de l'université, éventuellement, Dr Hamouche en a parlé tout à l'heure, impliquer l'université dans la préparation à la création d'entreprises, pour que l'université s'implique un peu plus en créant des start-up, aller dans le sens de ce qui a été fait en Europe à travers des projets tels qu'Erasmus. Pour votre information, je suis également dans une association, un APO, qui est en train de créer un projet qui s'apparente à Erasmus, qui s'appelle Ibn Khaldoun, qui permet à des étudiants maghrébins de pouvoir faire un peu la même chose qu'au niveau européen à l'échelle d'Erasmus. Je pourrais en dire plus tout à l'heure éventuellement. Merci. Juste on termine, madame. Professeur Belmihoub. Merci, Abdelkrim. Professeur Belmihoub, que vous connaissez, prof de management, directeur de l'École nationale supérieure de management créée il y a quelque temps. Marhaba avec professeur. Merci, Abdelkrim. Je suis ravi de me retrouver avec le groupe Nebni pour contribution à d'autres travaux que vous organisez qui ont un écho extraordinaire. Alors, moi, de mon point de vue, je voudrais tout de suite remercier et féliciter le rapporteur pour l'excellent travail qui a été fait. Et surtout, au-delà de la couverture de toute la thématique, c'est surtout comment il a posé les problèmes en dehors de toute considération idéologique. Et je pense particulièrement à la question de la langue qui est souvent posée en Algérie sous l'angle idéologique. On est pour ou contre l'arabe, et ça tourne autour de ça et on ne sort pas de cette réflexion fermée. Donc là, il a posé des questions avec pertinence et je pense qu'on va pouvoir débattre avec beaucoup de richesse. Le deuxième point, il m'a semblé aussi important, c'est celui des inégalités, de la discrimination au niveau des écoles, au niveau du système éducatif de façon générale. Cette discrimination, elle est à la fois régionale, mais aussi sociale. Et aujourd'hui, même si tout à l'heure il a dit qu'il n'a pas de statistiques sur la question, je pense au ministère de l'Éducation nationale, nous avons quelques statistiques sur cette question des discriminations sociales et régionales. Et même si les budgets de l'éducation nationale ont fortement évolué ces dernières années, la répartition de ces budgets n'a pas été équitable. Et à titre d'exemple, j'ai réalisé une étude pour l'UNICEF il y a 4-5 ans sur la participation des familles au financement des scolarités des enfants. Et on a trouvé une discrimination extraordinaire. Plus on est pauvre, plus on participe, en termes de pourcentage, bien sûr. Parce que quand on est pauvre, on est parfois localisé loin de l'école et on doit payer le transport des enfants qui vont dans des écoles qui ne se trouvent pas certainement dans tous les villages. Et donc là, c'est une discrimination très grave. Ensuite, elle est d'un autre ordre, c'est au niveau de l'université. Là, nous pouvons le constater aussi. L'enseignement se fait jusqu'au baccalauréat en arabe et puis à l'université essentiellement en arabe. Et parfois, quand on veut recruter à un niveau postgradué dans les masters, on fait des entretiens ou des sélections et on introduit la langue, aussi bien la langue française qu'anglaise. Et le constat que j'ai pu faire moi-même dans notre école, c'est que nous avons recruté une cohorte de 100 étudiants pour des masters, 90%
de 3 grandes villes d'Algérie. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave parce que la maîtrise de la langue est meilleure dans les grandes villes que dans l'intérieur du pays. Et on ne peut pas ne pas voir ça et dire non, j'ai mes 100 étudiants, je m'en fous d'où qu'ils viennent. Non, il faut que ça soit équitable, qu'on permette à tout le monde d'accéder à l'enseignement de qualité s'il existe, sur la base de critères et non pas sur la base de quotas. Deuxième question qui me semble importante aussi, c'est celle de la gouvernance, et ça, particulièrement pour l'enseignement supérieur, je ne connais pas bien comment ça fonctionne, les autres systèmes, les autres cycles du système éducatif, mais dans l'enseignement supérieur, il y a un sérieux problème de gouvernance des établissements, articulé à la question de la décentralisation, de la centralisation, l'excessive centralisation aujourd'hui. Et quels que soient les budgets qu'on peut mobiliser, ils n'arrivent pas aux chercheurs, n'arrivent pas à l'enseignant. Parce qu'il y a une administration, une bureaucratie qui est là pour faire de la capture de ces budgets à d'autres fins que celle de la formation de l'enseignant ou de l'étudiant. Donc là, la question de la gouvernance des établissements est très, très importante de mon point de vue. Je ne partage pas tout à fait le point de vue du rapporteur sur la spécialisation de l'université. Nous pouvons en débattre tout à l'heure. C'est l'organisation de l'université qui pose problème aujourd'hui, non pas son ouverture, sa pluridisciplinarité. Je suis pour la pluridisciplinarité, mais il faut organiser l'université en sorte que les spécialités soient prises en charge de façon autonome. C'est-à-dire, comme il l'a dit tout à l'heure le rapporteur, des écoles au sein de l'université, des facultés suffisamment autonomes qui permettent de fonctionner au sein d'une université. Parce que les synergies dans une université pluridisciplinaire sont aussi utiles. La grande question aussi, c'est la formation, dans le cycle supérieur aussi, la formation des enseignants du supérieur. On l'a souvent ignoré parce qu'on pensait que l'enseignant du supérieur s'auto-forme lui-même. De par son grade, son niveau, il peut accéder à une auto-formation. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, en Algérie, ce que forme dans une discipline, je prends un critère, les doctorats soutenus dans une discipline en Algérie sont à peine, en termes de nombre, l'équivalent d'une université moyenne française. Et le résultat, on le voit, nous avons des milliers de postes budgétaires ouverts chaque année dans les universités algériennes. Il n'y a pas de candidat. Donc, et aucun programme, à ma connaissance, je suis dans le système, aucun programme destiné à la formation de formateurs, sauf les quelques bourses qu'on donne à des doctorants pour aller faire des séjours courts à l'étranger. Donc là, c'est un vrai problème dans l'université algérienne. Le taux de croissance des étudiants a été exponentiel ces dernières années, 1,3 million d'étudiants, des infrastructures qui ont évolué de façon exceptionnelle. C'est une excellente chose, hein, je ne critique pas ça, qu'il y ait de belles universités à l'intérieur du pays, de beaux campus. Quand je dis beaux campus, bâtiments. Mais rentrez à l'intérieur et vous allez voir. Taux d'encadrement, 2% par le rang magistral. Donc à quoi ça sert de faire tout cet effort qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, si on ne l'accompagne pas de la qualité de la formation, de la qualité de l'encadrement. Moi, je viendrai tout à l'heure sur ces questions.